Goose de Nelly vous informe que s'abonner, activer la cloche, laisser un pouce bleu sont les meilleurs moyens de soutenir la chaîne. Bon visionnage à tous. Polarité du catalyseur de flux a été inversée. Le démodulateur temporel ne nous permettra pas d'atteindre ma dimension. C'est du charabia. Oui, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi Quechua vous a envoyé me chercher, professeur? Ma dimension est en proie au tourment, Goose de Nelly. Il va falloir que je fasse un flashback pour t'expliquer ce qu'il s'est passé. Très bien. Alors faisons-le. Marvin, fais un flashback. C'est inutile, ce genre de flashback classique ne fonctionnera pas. Comment pourrais-tu voir les images qui sont dans ma tête? C'est complètement con. Oui, c'est totalement débile. Ne t'inquiète pas, j'ai tout enregistré sur cette holobande. Dans ma dimension, la production audiovisuelle était devenue tellement omniprésente que les gens passaient leur temps à regarder des films, des séries et des vidéos sur Internet. Surconnectés et influencés de toutes parts, les gens avaient un avis sur tout, et tout le monde donnait son avis sur tout. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un numéro un petit peu spécial puisqu'on va parler du film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Sans déconner, quel film tout pourri. Peut-être le pire film de l'histoire du cinéma. Les producteurs, s'ils sont encore en vie. Le joueur du canapé dit que Indiana Jones est tout pourri. T'as pas le droit d'affirmer qu'Indiana Jones est pourri. Le déterreur de film, lui, il explique pourquoi c'est pourri. Indiana Jones, un film de merde? C'est vraiment une dimension de demeurer. Vive le joueur du canapé! Vive le déterreur de film! Mais un être aux pensées sombres a apparu. Là, de toutes ces dissensions engendrées par une liberté totale d'expression, il décida d'y mettre un terme. Mais vous avez pris de la drogue? Il vous en reste? Et c'est pour cette raison que le film Indiana Jones ne dispose pas des ingrédients nécessaires pour faire de lui une belle œuvre cinématographique. Écoutez, je sais que ce que je dis peut paraître un peu controversé, mais vous n'allez pas faire de mal aux déterreurs de films. Il voit une haine sans faille envers les gens d'Internet. Il les assassina tous, un par un. Abonnez-vous à ma chaîne. Bienvenue dans mon monde sans vidéaste, sans Instagrammeur. Il ne resta plus que Dark Vlogger et sa chaîne YouTube. Dark Vlogger? Oui, Dark Vlogger, le youtubeur sombre, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Il a mis en place un mode de pensée unique, un régime totalitaire où seul son avis compte. Plus de haters, plus d'influenceurs, plus de Twitter, plus d'Instagrammeurs et plus de débats. Seul son avis compte. C'est horrible. La SMR, c'est mal. Les vidéos, c'est mal. Vive Dark Vlogger. Vive Dark Vlogger. Vive Dark Vlogger a plié mon monde à sa domination. Et il n'en a pas fini. Il veut s'attaquer à la totalité du multivers. C'est une menace qui doit être stoppée. Oui, bon, c'est très bien, mais... Et Quechua dans tout ça? Quechua. Quand Dark Vlogger est arrivé dans ma dimension, j'étais moi aussi youtubeur, spécialisé dans l'unboxing de trottinettes électriques. Un métier à temps plein. Original. Dark Vlogger vint pour m'éliminer comme tous les autres. Il était sur le point de m'achever quand un miracle se produisit. C'était Quechua. Il venait me sauver la vie. Je pris la trottirelle, mais pas sans regarder une dernière fois derrière moi. Et là, je vis le drame. Quechua disparaissait devant moi. Assassiné par l'être le plus infâme de l'univers, Dark Vlogger. Quechua est mort sous mes yeux, Goose. Dark Vlogger est très
très puissant, Goose. Et pour trouver le moyen de le détruire, tu dois continuer d'analyser des films. C'est ta seule mission à présent. Dark Vlogger a tué Quechua! Je vais buter cet enfoiré! L'homme de Rio? Ah salut, c'est moi Goose Donnelly, et vous savez quoi? J'aime l'aventure. Alors oui, quand je dis que j'aime l'aventure, ça veut dire que j'aime voyager, découvrir des nouveaux endroits, explorer, et j'admire réellement les aventuriers. Mais attention, je ne parle pas d'aventuriers réels qui s'entraînent d'arrache-pied pour réaliser un exploit sportif. Comme par exemple traverser le Pacifique à la rame, grimper en haut de l'Everest ou faire du parachute sur la Lune? Oui Robert, mais non. Moi ce que j'aime ce sont les aventuriers de cinéma. Ces aventuriers qui tabassent du nazi, qui recherchent des cités perdues et qui déjouent tout un tas de pièges pour mettre la main sur le fameux trésor convoité. D'ailleurs, pour faire un film d'aventure, la recette est simple. Il vous faut un protagoniste auquel on peut s'identifier, le héros. Un dépaysement géographique ou historique qui représente l'évasion, et un trajet parsemé d'embûches qui relève du parcours initiatique, l'action. Évidemment aujourd'hui quand on parle de films d'aventure, tout le monde va penser immédiatement à la saga Indiana Jones dont le héros est devenu le stéréotype même du genre. À tel point que dans l'imaginaire du commun des mortels, si vous voulez être un aventurier aujourd'hui, vous devez absolument avoir un chapeau et des accessoires. C'est absolument ridicule. Totalement! Les films d'aventure existent depuis les débuts du cinéma, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est un film d'aventure franco-italien sorti en France en 1964 et réalisé par Philippe de Broca, cinéaste français qui fait ses premières armes au service cinématographique de l'armée comme chef opérateur et réalisateur de courts-métrages. Une période de sa vie qui se ressentira dans toute sa filmographie puisque très affecté par la guerre, Philippe prend la décision de montrer la vie sous son meilleur jour, car selon lui, je cite, le rire est la meilleure défense contre les drames de la vie. Non, c'est faux! Il y a le bioéthanol aussi. On en consomme énormément dans ma dimension. Ah, ça brûle! Mais c'est délicieux! De Broca travaille par la suite comme stagiaire de Henri Descoings, puis assistant de Claude Chabrol et François Truffaut. Il réalise son premier film en 1959, obtient son premier succès avec Cartouche en 1962, mais c'est en 1964 qu'il est reconnu internationalement avec L'Homme de Rio. Avec ce film, De Broca a l'intention de créer une comédie d'aventure populaire, dans laquelle le personnage principal se lancerait dans une course effrénée à travers le monde. Pour écrire le film, il s'entoure de Ariane Munchkin, bon voici l'orthographe, démerdez-vous avec ça, et Jean-Paul Rapneau, surtout connu pour son travail de scénariste et pour son adaptation de Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, dont je qualifierais l'illustration musicale d'inspirée. Allez, petite devinette, à quel film appartient réellement cette musique? Tout chai Kajagougou. Non. Batman le défi. Batman le défi, c'est une excellente réponse, bravo Marvin! En plus de deux scénaristes talentueux, De Broca offre le rôle principal à l'une des plus grandes stars du cinéma français, un acteur qui a attiré plus de 130 millions de spectateurs en 50 ans de carrière dans les salles obscures, un acteur que si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes bien trop jeune ou que vous avez été enfermé dans une cave la plus grande partie de votre vie. Je veux bien entendu parler de... Jean-Paul Belmondo. Non, c'est fini Marvin, le jeu là, c'est... Faut arrêter maintenant, hein. Mais c'était bien Jean-Paul Belmondo. Yes. Ce serait lui qu'on appelle Bébel? Je connais pas. Toute cette équipe de joyeux lurons réussissent l'exploit de mettre au monde une œuvre considérée aujourd'hui comme charnière dans le genre du film d'aventure. L'Homme de Rio, c'est un film qui commence en grande pompe, donc avec un générique de toutes les couleurs. Et qu'est-ce que vous faites, professeur? Je suis désolé, c'est musique orientale, ça me donne envie de me dandiner là, c'est... Ouais. Oh, j'adore. Pas de ça ici. Donc, générique de toutes les couleurs, des vaches qui beuglent, et le train.
Oui Marvin, ça peut surprendre la première fois, mais crois-moi, ce n'est pas un vrai train. L'homme de Rio, c'est l'histoire de Adrien Dufourquet, un militaire plein d'humour qui cache des œufs dans son chapeau. Oui bon, il cache des œufs dans son chapeau pour amuser les copains. Ce n'est pas moins con que de danser et de faire tac-tac sur TikTok. Ok, Boomer. Je disais donc un militaire plein d'humour qui vient passer sa semaine de permission avec Agnès, sa fiancée, jouée par Françoise d'Orléac, dont la seule évocation du nom me donne envie d'aller allumer un cierge à Saint-François, cette dernière ayant connu un succès international dans les années 60 avant de décéder tragiquement dans un accident de voiture. C'est un petit peu notre James Dean française à nous. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, on allume un cierge, tu as dit que... J'ai dit à Saint-François. Mais qu'est-ce qui m'a mis une bande de carabistouilles pareil là ? Mais presque au même instant, le musée de l'homme, place du Trocadéro, est victime d'un odieux larcin perpétré par un individu sans vergogne qui dérobe une statuette maltèque. Et provoque l'arrivée d'un figurant venu nous offrir l'une des morts les mieux interprétées de l'histoire du cinéma. Pause. Vous savez des morts de merde au cinéma ? Il y en a plein. Il y a des morts par shuriken. Il y a des morts interminables. Bien sûr, ma mort préférée. Mais au moins, ces morts bien nanardesques ont le mérite d'être fun. On a de quoi se bidonner en les regardant. Alors que dans ce cas précis, la mort de ce figurant provoque chez moi autant d'émotions que le visionnage d'une vidéo de Jean-Marie Le Pen en train de se décomposer sur sa chaîne YouTube. Bon allez les mecs. Je sais que vous en mourrez d'envie. Allez. Après ça, la femme de ménage prévient le propriétaire du musée de l'odieux maraudage. C'est pour votre musée. Y a un but. Comment ? Nous sommes ensuite introduits au personnage du professeur Catalan qui explique à Bourvil... Non, monsieur le professeur. Pardon, un policier dont l'acuité visuelle est proche de celle d'une taupe. Ah, je vous reconnais. Vous êtes là. Ah non, non, je suis là. Donc Catalan explique à Gilbert Montagnier que l'objet volé fait en réalité partie d'un trio de statuettes trouvées au cours d'une expédition 3 ans plus tôt. Une fois réunies, les 3 statuettes sont censées révéler le secret d'un trésor enfoui au Brésil. Ces statues portent en elles une malédiction, je le crois. Tiens, c'est marrant. Plaît-il ? Des statuettes maudites trouvées au cours d'une expédition qui, une fois réunies, permettent de localiser un trésor. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Ah je sais, l'homme de Rio. Peu de temps après, Catalan est capturé par les malfrats. Alors qu'Adrien rejoint Agnès chez elle, on apprend qu'elle sait potentiellement où se trouve l'une des statuettes au Brésil. Votre père avait caché sa statuette. Oui, et Agnès prétend qu'elle connaît la cachette. Mais celle-ci est enlevée sous les yeux de l'infortuné jeune homme. Oh merde, il l'enlève. Alors ça, c'est ce que j'appelle du point d'attaque. Du point 2 Le point d'attaque ou passage du seuil est l'une des 12 étapes constituant la base de la narratologie. Il s'agit du moment où le héros est obligé de rentrer dans l'histoire malgré lui, comme par exemple le moment où Marty part dans le passé avec la DeLorean. Tu sais, Gousse Donnelly, tu n'es pas obligé d'étaler ta science à chaque fois que je te pose une question. Est-ce que je viens étaler mon merdier chez toi, moi ? Non ? Oh oui, non, ça commence à être agaçant. Monsieur croit tout savoir, là. C'est qu'on va vraiment me courir sur le haricot. Hein. Désolé, c'est plus fort que moi. Sans réfléchir, Adrien se lance dans une course-poursuite endiablée rythmée par des jump cuts bizarres et un montage pour le moins approximatif. Oui, parce que, excusez-moi, mais pour moi, sur ce plan-là, la moto tombe. Elle est pas censée repartir comme ça sur le plan d'après. Cette course emmènera Adrien de Paris à Rio de Janeiro en jetant au passage un petit vieux. Merci, Macéron. Puis une fois arrivé au Brésil, Adrien retrouvera, comme par hasard, un méchant qui le conduit à la planque où est retenue Agnès, qu'il libérera tel un chevalier maîtrisant l'art de la bagarre façon Johnny Cadillac.
Le couple décide ensuite de mettre la main sur les 3 statuettes afin de trouver le trésor. Ils vogueront de péripétie en péripétie à travers Rio où ils mettront la main sur la 2e statuette, puis iront à Brasilia où ils retrouveront Catalan sur la route. Oh, regarde! Oui, je sais, un éléphant, un papillon. La direction de Cinéventure vous informe que cette réplique sexiste de Jean-Paul Belmondo ne respecte pas les codes moraux de notre émission. Voilà pourquoi nous avons décidé de la remplacer par une célèbre phrase du web afin de ne pas choquer les internautes. Merci de votre compréhension. Oh, regarde! Tu veux voir ma bite? Mais non, la voiture verte! Ralentis! Oh, c'est Catalan! Comme par hasard... Arrivé à Brasilia, Adrien découvre la vérité sur Catalan. Les arrêts sur image. Une joie éternelle. Il s'agit en réalité d'un traître qui a tout manigancé depuis le début pour mettre la main lui aussi sur les 3 statuettes. Catalan kidnappe Agnès, Adrien les poursuit en avion, mais le bougre ne sachant pas atterrir décide de sauter en parachute au-dessus de la forêt amazonienne, tout droit dans la gueule des alligators. Attendez, mais... Ça aussi je l'ai déjà vu quelque part. T'as déjà vu quelque part? Ouais. Je ne sais pas, non. Il est ensuite secouru, comme par un autre heureux hasard, par un Français au langage soutenu. Oh, je l'ai eu! La salope! Enfin, je devrais plutôt dire un Breton, puisqu'il a clairement le sens des priorités. Où on va? J'ai saoulé la gueule! La tienne! Et comme par un autre fichu hasard, les 2 hommes se la collent pile poil dans le bar où Catalan prépare son expédition. Mais c'est quoi le problème avec ce film? Je veux dire, vous avez déjà vu le Brésil sur une carte? Bon, ça c'est une carte de la Bretagne, mais le Brésil ça fait 8,5 millions de kilomètres carrés. C'est pas normal que Bébel retrouve toujours la bonne personne au bon moment, au bon endroit, hein? Bonjour, je suis un film, et moi dans mon film, le personnage principal il retrouve toujours la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Oh bah, mon professeur, mais qu'est-ce que vous faites ici à Cancun? Cousdonelli, je me balade, je visite ce magnifique pays, mais c'est incroyable. C'est formidable! Marville, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh putain, mais c'est fou ça! Oh, comment tu vas? C'est pas normal! Après une bagarre générale, Catalan sort 3 petits bouts de papier, des statuettes maltèques, ce qui nous permet d'apprendre la position du trésor au sein de la forêt amazonienne. Mais ça aussi, c'est dans une BD. J'en suis persuadé. Ça cache quelque chose. Catalan arrive finalement à la grotte, et alors qu'Adrien sauve une nouvelle fois Agnès des méchants, Catalan positionne les 3 statuettes et découvre ainsi le trésor. Mais pas de bol, Jair Bolsonaro ouvre la route transamazonienne, ce qui provoque un éboulement dans la caverne et tue Catalan. Pendant l'épilogue, le couple rentre en France. Adrien retrouve son collègue Lebel dans le train, qui lui explique qu'il a failli être en retard à cause des transports parisiens. Ce à quoi Adrien rétorque: Quelle aventure! L'homme de Rio se termine comme il a commencé, sur un plan du train qui s'en va, laissant un petit vieux sur le quai, au regard ébahi. Alors? Verdict? J'ai trouvé ça vraiment à chier. Faut pas exagérer. Non, c'était vraiment de la merde. Il y a plein d'erreurs dans le film. Le mec là, à un moment, il est là, après il va ailleurs, il retrouve ses potes. La clope de l'inspecteur n'est même pas allumée. Il y a plusieurs jump cuts tout pourris. Là, regarde, on voit même la main du dresseur qui appelle le chien. Et le mec, il passe son temps à courir, mais c'est mou, on s'ennuie, y a pas de musique. Je cherche une femme. A girl. Et il y a beaucoup trop de coïncidences heureuses qui font avancer l'intrigue. Ma femme, Agnès. Agnès, jolie. Perdu là-dedans. Envolé, enlevé. Va savoir. C'est vraiment à chier. Je serais impartial, c'est de la merde. Je reconnais que le style est un peu daté, mais plein d'erreurs, enfin c'est un peu fort quand même, hein, non? Même toi tu le penses, regarde, depuis tout à l'heure tu dis que t'as une impression de déjà vu. Une impression de déjà vu. Propriété de Bobby Bulot? Mais c'est qui ce Bulot? Bobby Bulot? Mais c'est ça la réponse, c'est mon double de cette dimension. Il doit détenir toutes les clés, il faut absolument qu'on le retrouve. Il va falloir que je triangule le signal à l'aide d'un serveur VPN. Là, en utilisant le Shogun, passer par le satellite BX362. Avec du ProRes peut-être, je vais pouvoir le sélectionner. Bobby Bulot, 35 boulevard des Boulots, 8800.
Ventripotite. Par un Linux 62F. Là, nous n'y arriverons jamais. Je loupe de peu, Gousse Donnelly. Coordonnées 32 bits 18 gigas. Je vais passer par un Linux 62F. 47 gigas de... nous l'avons loupé de peu. Bonjour mon brave, je cherche Bobby Bulot. Bobby Bulot? Mais c'est moi ça! La ressemblance est frappante. La ressemblance? Mais c'est à moi ça! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Où allez-vous? Que faites-vous? C'est quoi le lien avec l'homme de Rio? L'homme de Rio? Pas ici. Les livres ont des oreilles. Suivez-moi. Gousse Donnelly vengera-t-il la mort de Quechua? Robert Bulandrin réussira-t-il à réparer la trottinette temporelle? Marvin le Geek va-t-il enfin trouver l'amour? Vous le saurez en regardant la deuxième partie de cet épisode consacré à l'homme de Rio. Pour être sûr de ne pas le louper, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un pouce bleu, lâchez un commentaire. Et lavez-vous les mains, il paraît que ça protège du coronavirus. A très bientôt dans Cinéventure.